Le distinguo est très important si on veut que les coachs soient pris au sérieux, les mentors soient pris au sérieux, les accompagnants soient pris au sérieux, les thérapeutes soient pris au sérieux. Il faut qu'en fait on ne mélange pas tout. Il y a encore une partie du marché des accompagnants au sens large du terme qui continue à accompagner à la séance, à mettre des tarifs horaires, etc. Est-ce que toi, tu aurais des pistes marketing et de réflexion marketing pour pouvoir vivre de son activité déjà dignement? Je pense que les coachs seront remplacés par des personnes qui savent utiliser l'IA et le coaching, et par l'IA en fait. L'IA toute seule remplacera pas les coachs. Je suis pas coach, mais je suis pas coach, c'est pas mon métier. Moi je suis un marketeur à la base. Les amis, bonjour, bienvenue dans Parole de coach. Aujourd'hui, j'ai un invité plutôt spécial parce que c'est quand même lui qui est à l'origine de cette émission et de ce concept. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jérémy Coleman. Et bon, je ne sais pas s'il y a besoin de te présenter encore, mais rapidement, est-ce que tu pourrais juste dire qui tu es, ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Jeremy Coleman, j'ai 36 ans maintenant. C'est dur comme chiffre, en fait, c'est pas tellement parce que je me sens vieux, que j'ai eu un enfant, etc. C'est juste que je suis dans le business sur Internet et dans le monde du coaching depuis tellement d'années que quand je dis 36, c'est là que je prends une claque, en fait. Que je me dis, merde, ça fait 15 ans que je fais ça. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Common Publishing, qui aide des coachs, des infopreneurs, des accompagnants, en fait, à développer leur activité. Des fois de zéro, des fois jusqu'au scaling, tu vois, le fameux, etc. Et on est beaucoup impliqué dans l'univers du coaching, de la formation, de l'accompagnement, un monde dans lequel on croit beaucoup, qui est en train de révolutionner le marché et sur lequel on essaie de faire de plus en plus de choses. En 2024, on aura accompagné, je pense, cette année, 300 clients au moins, si c'est pas un peu plus. Depuis le début, sûrement plus de 1000. On est une trentaine de personnes dans l'équipe et ça avance comme on veut, quoi. Et moi, c'est par là que je t'ai connu, puisque à l'époque, j'étais moi-même en quête de construire mon business, de le faire en digital et d'aller justement dans cet axe-là. Alors, ce qui était, comment dire, extrêmement pertinent en fait, quand je t'ai rencontré la première fois, c'est la manière avec laquelle tu abordes le marché. Et surtout, pour bien distinguer en fait les coachs de toi et de ce que tu fais, tu veux garder la casquette de mentor marketing et c'est très important pour toi. Justement, est-ce que tu pourrais nous définir la différence entre coach et mentor comme ça, qu'on fasse pas d'amalgame aussi en te prenant pour un coach de coach, comme on le dit souvent, et que les gens comprennent juste la différence. Ouais, je pense que c'est le plus important en fait, c'est je suis pas coach. Je suis pas formé au coaching, j'ai pas fait d'école ou j'ai même pas fait de formation non certifiante, tu vois, peu importe. Je, avec le recul, avec les années, je connais l'outil coaching, tu vois, mais je suis pas coach, c'est pas mon métier. Moi, je suis un marketeur à la base. Mm. Le coach utilise l'outil coaching pour accompagner. L'accompagnement guide dans un chemin. Le consultant dit j'ai compétence, voici ce que tu dois faire. Le mentor dit je suis passé par là, j'ai atteint ça. Si tu veux le même chemin et le même objectif, fais ce que je te dis. Euh, et à ce titre, même si l'outil coaching, je le comprends, je le valide, je l'aime beaucoup, je suis pas coach en fait. Moi aujourd'hui, je prends des gens qui veulent aller à un endroit, je leur dis voici comment moi j'y suis allé, fais pareil. Mm. C'est du mentorat en fait, hein, c'est pas du tout du coaching. Mm. Et pour moi, la distinction, elle est importante parce que si on veut arriver dans le regard du grand public de plus en plus, il faut qu'on soit plus carré, il faut qu'on arrête de faire n'importe quoi, tu vois. Et par exemple, t'es pas coach en trading, tu vois. Mm. Non, tu as une formation en trading, tu fais de l'accompagnement à apprendre le trading, tu es mentor dans le trading si tu veux. T'es pas coach en trading, ça veut rien dire, tu vois. Mm. Euh, c'est quand tu es médecin généraliste, c'est en médecine, tu vois. Enfin, Mm. c'est et quand on dit docteur, il faudra préciser, mais médecin, c'est médecin, c'est en médecine, point. De la même façon que le coaching, c'est un outil d'accompagnement de l'humain à travers son entreprise, à travers sa personne, peu importe, tu vois. C'est un outil de l'accompagnement de l'humain. Le distinguo est très important si on veut que les coachs soient pris au sérieux, les mentors soient pris au sérieux, les accompagnants soient pris au sérieux, les thérapeutes soient pris au sérieux. Il faut qu'en fait on mélange pas tout. Alors moi j'utilise le truc de coach, de coach, de coach parce qu'en fait il y a des gens un peu neuneux qui veulent absolument me mettre dans une case. Je fais ok, on va prendre une case rigolote, on va la faire ensemble, vous inquiétez pas. Mais moi à la base, je suis comme une école, sauf non affiliée à l'État. Je veux transmettre un chemin d'apprentissage pour arriver à un objectif. Des personnes qui sont dans le carré de la transmission, comment développer une activité. C'est de la formation, c'est de l'accompagnement. Dedans, il y a des coachs qui savent pratiquer l'outil coaching, c'est pas le cas de tous en plus. Mm. Et les distinguos sont importants en fait si on veut dire voici le métier que je fais, voici le métier que je fais pas. Et les métiers doivent être pris au sérieux. Et à partir de là, ça commence par la bonne terminologie déjà. Et c'était important pour moi de commencer là-dessus parce que on fait souvent cet amalgame, ce raccourci justement dont tu parles, et la casquette de mentor en fait dans nos postures, surtout nous d'accompagnants et de coach,
on prend souvent cette casquette soit de coach, soit de mentor, soit de formateur. Et souvent, alterner ces postures fait aussi penser aux personnes en face que oui, il y a un amalgame, qu'il y a des mélanges. Et pourquoi je commence par là? C'est parce que justement, dans ce que tu apportes au niveau du marché en tant que mentor marketing, c'est surtout en fait un moyen d'aller pouvoir vivre de son métier. Et moi, je me demandais justement où est-ce que tu plaçais finalement la compétence des coachs, c'est-à-dire pour toi, en fait, quand tu accompagnes quelqu'un dans tes programmes, ce serait quoi justement un bon coach et une personne que tu aimes accompagner vis-à-vis de ses compétences, parce que c'est un peu aussi le but, tu sais, de ce programme, c'est aussi de redonner, comment dire, la parole aux coachs, aux accompagnants, à ceux qui font ce métier vraiment passionnément. Et toi, de ce que tu constates dans tes programmes, c'est quoi justement quelqu'un qui a déjà une bonne compétence et qui sait la développer? Tu vois ça comment en fait? Ça dépend si on parle de coaching ou si on parle d'accompagnement. Hmm, Vraiment, il faut distinguer les deux. Quelqu'un qui veut faire du coaching doit être formé à l'outil coaching. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Point barre. Soit de certifiant, soit de pas certifiant, je m'en fous. Faut que tu aies une formation qui t'apprenne à utiliser cet outil. C'est un outil de l'accompagnement de l'humain. C'est pas anodin. Ça se fait d'une certaine façon. C'est pareil pour les thérapeutes. hmm, Si demain les coachs, les thérapeutes avaient les mêmes chartes déontologiques que les psys, on ne me poserait pas de problème. Je pense que c'est important. À côté de ça, il y a des gens qui font de l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est de la transmission avec une sorte de coaching qui n'est pas du vrai coaching, tu vois. hmm, Et là, pour moi, la seule chose, c'est est-ce que tu es plus avancé que la personne que tu veux accompagner sur le sujet en question? Ou est-ce que tu as des outils qui peuvent être autre chose que du coaching pour l'aider dans cette transition, l'aider dans cet avancement, l'aider dans ce chemin? hmm, Si tu veux coacher, il faut être coach. Si tu veux être thérapeute accompagnant, il faut des outils. Si hmm, tu veux faire du mentorat, il faut avoir fait ce que tu veux transmettre. C'est pas plus compliqué que ça, tu vois. hmm, Et c'est exactement pour ça que les plus grands tennisman du monde ont des coachs de tennis qui n'étaient pas des champions. hmm, Ils étaient bons, hein, mais c'était pas des champions mondiaux. Parce que c'est des coachs, c'est pas des mentors. Et en hmm, fait, si je veux un mentor pour être le numéro un en tennis, je prends Nadal. Si je veux un coach pour m'améliorer, je prends le coach de Nadal. Et si je veux quelqu'un qui aide Nadal comme dans sa tête, je prends son préparateur mental. C'est pas les mêmes choses, tu vois. La définition des termes est très importante. Donc, pour accompagner, tu as déjà fait, tu es plus avancé que la personne en face de toi. Pour coacher, tu es coach. Et après, il y a des techniques d'accompagnement mental. Il te faut des outils d'accompagnement de l'humain. Là, tu peux en avoir tout un tas, tu vois. Ce qui est extraordinaire aussi dans tes programmes, c'est que moi je les ai vus de l'intérieur, on en a parlé ensemble, on a fait des choses ensemble et on continue d'en faire, mais dans l'idée, c'est que tu as réussi justement à t'adapter aux coachs, aux thérapeutes, aux accompagnants. Et moi je me demandais, c'est comment tu en fait adaptes ton approche à tous ces différents types de profils. Comment tu arrives à avoir cette agilité? Parce que on le voit bien, Coleman Publishing et Coleman Media commencent à s'étendre de plus en plus. Euh, Est-ce qu'il y a une secret sauce là-dedans? En fait, justement, il n'y en a pas. C'est de comprendre que un coach, un thérapeute, un formateur, un faux-preneur, quelqu'un qui fait du mentorat, des choses comme ça, c'est la même chose. C'est tu es dans la transmission de ce qui se passe dans ta tête, à travers soit des outils ou en copiant, collant et téléchargeant ce qui se passe dans ta tête dans une formation. Mais tu es là-dedans. Donc en fait quoi? Il faut être découvert par de nouvelles personnes. Il faut faire une démonstration de compétences et d'expertise pour créer de la relation et de la confiance. Et il faut être capable de créer une offre d'accompagnement qui leur donne envie d'acheter. Ça, en fait, que tu sois thérapeute, que tu sois coach, que tu sois mentor, que tu sois infopreneur, formateur, c'est la même chose, tu vois. Et n'importe quel métier de service dirigé vers des humains ou des entreprises où tu leur vends une offre relativement chère pour les accompagner sur une durée, c'est les mêmes méthodologies marketing en fait qu'on transmet. Parce que c'est la même chose. Et après, bien sûr, je vais pas dire communique de la même façon à un coach, à un thérapeute, à un infopreneur. Mais les grands principes, les principes premiers qui sont derrière tout ce qu'on fait, c'est exactement les mêmes partout. Et dans les clients que tu as accompagnés aujourd'hui, je vais te poser une question un peu chelou, parce que j'en ai deux, trois quand même. C'est quoi le conseil le plus étrange ou contre-intuitif que tu as donné à quelqu'un? Euh, Alors, pour moi, il est logique, mais à chaque fois, il fait des petits trous dans le cerveau aux gens. C'est à chaque fois que j'ai des coachs en face de moi, je leur dis arrête de coacher. Ils me disent comment ça arrête de coacher? Je fais bah, tu coaches dans tes contenus, tu coaches dans tes appels, tu coaches dans tes. Enfin, arrête de coacher. Mais comment les gens ils vont voir mon coaching? Les gens ils doivent pas voir ton coaching.
Les gens, ils achètent un chemin avec toi Mm. grâce à ta démonstration de compétences. Si tu les coaches pendant l'appel, au lieu d'avoir un appel de 45 minutes qui débouche potentiellement sur une vente, tu vas avoir un appel de 2 heures et demie qui leur fait tellement de trous dans le cerveau qu'en fait, de toute façon, ils reviennent pas avant 3 à 6 mois, le temps qu'ils processent tout ce que tu leur as fait. Bah oui. Donc en fait, un coach dans son marketing et sa vente doit pas coacher. Ou alors, il doit coacher à une évolution du niveau de conscience et de prise de conscience de la personne en face, mais seulement sur la problématique qui est résolue par l'offre. Tu vois, je ne pense pas que ton offre peut m'aider vers une offre, pas forcément la tienne, peut m'aider. C'est du coaching en prise de conscience, tu vois. Mm. On appelle ça de la vente, mais c'est du coaching en prise de conscience finalement, tu vois. Ça, oui. Mais sinon, non, tu coaches pas. T'essaies pas de résoudre les problèmes de tes clients au téléphone quand c'est pas encore des clients, tu vois. Mm. Et est-ce que tu as des bonnes pratiques justement à recommander là d'un point de vue marketing comme tu viens de le faire? Est-ce qu'il y a d'autres principes comme cela qu'il faut respecter? Pas oublier qu'on parle à des humains. En fait, il y a beaucoup de coachs. J'avais cette discussion, et peut-être encore sur YouTube avec Caroline Verdier il y a un moment déjà, tu vois. Les coachs, ils savent coacher. Donc, théoriquement, ils savent coacher en prise de conscience, tu vois. Mm. Mais dès qu'ils sont dans leur marketing, dans leur contenu ou dans un appel de vente, tu vois, on a l'impression que leur cerveau, il grille, il se met sur off et il est là en mode vendre, 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 vendre. Et puis là, du coup, ils savent plus ce qu'ils doivent faire parce qu'en fait, ça tombe bien, c'est pas des vendeurs. Et en fait, du coup, ils savent plus rien faire. Et là, ça devient catastrophique. Mm. La bonne pratique, c'est quand tu es avec un client, tu le coaches sur sa problématique. Mm. Et quand tu es dans ton marketing, tu le coaches sur sa prise de conscience de sa problématique. Et qu'il voit qu'elle peut être résolue avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Ton job, en tant que professionnel, Mhm. c'est de faire prendre conscience à la personne que son problème peut être résolu avec quelqu'un comme toi. Et ensuite, si tu as créé assez de relations, il aura envie de venir chez toi. Sinon, tu n'as pas assez créé assez de relations, mais tu l'auras fait bouger positivement, il ira voir quelqu'un. Mm. Notre job, c'est d'élever le niveau de conscience pour que les gens se fassent aider, que ce soit par un bouquin, un pote ou un professionnel dans une offre. Et en fait, quand tu comprends ça, tu comprends que le but, c'est juste de faire bouger des humains sur leur niveau de conscience et leur niveau de réalité. Et en fait, si on fait ça bien, une partie achèteront chez nous. Et en fait, le marketing, c'est juste ça. Parler aux humains, ce qu'on fait déjà nous en tant qu'accompagnants, et écouter peut-être plus et parler moins d'ailleurs. Parce que dans cette approche, comme tu le dis, écouter est vraiment la clé. Et du coup, toi, vu que tu connais déjà bien ce marché du coaching, ben, c'est quoi, selon toi, enfin, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du marché ces dernières années? Et puis, qu'est-ce que aujourd'hui tu vois peut-être bah, de ton point de vue de marketeur et de mentor marketing, qu'est-ce que tu vois pour la suite en fait? Globalement, je vois un niveau qui monte, tu as des standards qui s'élèvent sur les coachs. Je vois moins de gens qui se prétendent coach vraiment et qui font n'importe quoi. Parce qu'il y a aussi plus d'écoles, plus de formations, tu vois, plus de possibilités pour apprendre la compétence métier. Hmm. Par contre, je vois aussi beaucoup plus de gens qui mettent coach à toutes les sauces. Et en fait, ça c'est normal parce qu'en fait, le marché s'élargit. Et les gens, on leur dit, ouais, mais de toute façon, t'inquiète pas, tu vas être coach en trading, tu vas être coach tricot. Non, c'est que t'es accompagnant pour apprendre le tricot, t'es formateur en trading, si tu veux, je m'en fous, tu vois. T'es pas coach en tricot, arrête tes conneries. Ça n'a aucun sens. Euh, et ça, il y a de plus en plus de conneries parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent sur Internet avec leur savoir pour faire un produit digital. Et donc, forcément, le petit pourcentage qui part en cacahuète, ben, avant, c'était un petit pourcentage de 1000, maintenant, c'est peut-être un petit pourcentage de 10 millions, tu vois. Ouais. Donc, il y a plus de bêtises. Hmm. Mais les lettres de noblesse du coaching et de l'accompagnement, je trouve que les standards, ils sont quand même plutôt élevés. Euh, J'espère qu'à notre niveau par rapport à la taille du marché, on a un peu contribué à ça. On Hmm. n'est pas les seuls, pas du tout, hein. Il y a plein de gens qui ont fait des choses très bien. David Laroche, Julien Musy, Pierre David. Tu vois, des gens qui aiment profondément ce métier et qui ont décidé de transmettre ce qu'il avait de beau, ce qu'il avait de noble, ce qu'il avait d'utile, loin du bullshit marketing. Euh, et j'espère que le niveau global du marché va s'élever, en fait, que les standards vont être un peu plus hauts. Hmm. Mais pour ça, en fait, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut pas se lancer. Ça veut dire que faire du coaching, il faut être coach. Mais n'importe qui peut faire une formation en photo d'insectes, tu vois. Hmm. N'importe qui. Du moment que tu l'as déjà fait, tu sais le faire, tu peux le transmettre à d'autres gens. Hmm. Mais t'es pas coach. Et dans l'idée, le métier en lui-même, évidemment, demande des techniques, des méthodes, des outils. Et c'est souvent là-dessus que ben, les personnes qui se prétendent coach, si elles n'ont pas eu la formation, effectivement, on fait pas n'importe quoi. C'est comme si tu disais, bah, je suis bouché, je peux opérer à cœur ouvert. Ça marche pas, quoi, en fait.
Et du coup, avec tout ça, puisque tu as un sacré parcours quand même, nous on se connaît un peu plus dans le privé aussi, est-ce qu'il y a une leçon de vie que tu as retenue ou appris en accompagnant justement des coachs ou enfin des thérapeutes, enfin les accompagnants au sens large? Est-ce que ça t'a appris quelque chose, que ce soit sur toi, ton entreprise, ta vie? J'ai appris énormément de choses grâce à tout ce monde-là. Beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses sur le business, beaucoup de choses sur beaucoup de choses. Il y a un truc qui m'a marqué et qui m'est revenu récemment, c'est à quel point nous, quelque part, on est en train de mettre un bout de nous-mêmes sur Internet, tu vois, et c'est très très important. Mais en fait, tous les gens s'en foutent. Et c'est bien, c'est rassurant, tu vois. Les gens pensent pas à nous. Les gens lisent pas tous nos contenus. Les gens oublient au bout de 4 secondes et demie ce qu'on a dit. Et moi, il y a pas longtemps, je me retrouve dans un appel avec une personne que je connais bien d'Internet, tu vois. Mhm, On a déjà eu plusieurs échanges souvent, on a enregistré des épisodes ensemble, etc. Et je lui donne un conseil sur un truc sur lequel il n'arrive pas à trouver une solution, un truc marketing. Et à la fin de l'appel, ça fait 45 minutes, on se connaît plus longtemps, hein. Il me fait, mais j'ai jamais trop compris, tu fais quoi toi exactement? Tu vois, c'est que nos grands-parents sachent pas ce qu'on fait, ok, tu vois, mais là on parle de quelqu'un qui est de l'industrie, tu vois. Et là vraiment je me suis dit, bah c'est fou, quoi. Tout le monde s'en fout, tout le monde. Et ça a quelque chose de rassurant, parce que je peux être nul en public. De mhm, toute façon, il y a personne qui le verra et tout le monde aura oublié demain matin. Et j'ai pas besoin de corréler mon entreprise avec mon âme, tu vois. mhm, Ça, c'est un problème qu'ont beaucoup de coachs et de gens qui font de l'humain, tu vois, du care. C'est que ils se vendent eux. Non, t'es une usine de chaises. Tu vends des chaises. Sauf que l'usine de fabrication, c'est toi. Et la chaise, c'est ton coaching. mhm. Mais t'es une entreprise qui fabrique un produit et qui le diffuse, en fait. Et ouais, Et quand ça. tu comprends ça, bah, y a pas tout le monde qui veut ta putain de chaise. Il y a des gens qui vont trouver ta chaise nulle. Il y a des gens qui vont se mettre une écharde au cul. Et il y a des gens pour qui ta chaise à 10 euros, elle vaudrait 1 million, tu vois. Et c'est la même chose, en fait. C'est pas ton âme que tu mets sur le marché. C'est un produit d'accompagnement. Ce qui est Je trouve ça intéressant. extrêmement rassurant. Ouais, ce qui est intéressant dans cette expérience que tu as vécue, c'est que c'est un sujet en fait qui revient vraiment dans la tête enfin, tous les coachs parce qu'effectivement, ils collent leur image personnelle, c'est-à-dire eux, ils, ils pensent qu'ils sont leur entreprise. Et moi, j'aime bien décorréler ça parce que l'entreprise est un véhicule et bah, toi et ton identité, en fait, oui, c'est toi qui la représente, mais toi, tu conduis le véhicule. Et le truc qui revient le plus avec ça, c'est syndrome de l'imposteur. Qui je suis moi pour faire du marketing, pour, tu vois, bah, vendre la chaise, comme tu dis, ou légitimité, et même à des niveaux très avancés. C'est-à-dire, je parle pas que des débutants. Et c'est ça qui m'a surpris, parce que j'accompagne, tu le sais, des gens à vraiment très avancés. Et je le vois encore, même dans des gens qui ont des business qui roulent bien et qui, derrière, finalement, ils ont ces questionnements-là. Et moi, ce que je me demandais, c'est comment toi, justement, tu fais en fait pour répondre à ça au niveau marketing, puisque c'est comme si le coach, chaque fois qu'il parlait de lui ou de son entreprise, c'est presque s'il faisait une profession de foi, son manifeste, genre, et c'est presque s'il allait mettre sa vie en péril, le simple fait de se montrer sur les réseaux. Ce qui crée justement ces syndromes de l'imposteur, légitimité, etc. Est-ce que toi, d'un point de vue marketing ou de ta posture de mentor, est-ce que tu as une réponse ou même Voilà. une En, piste de en réflexion? partie, en partie, je pas la réponse, mais j'ai ma réponse et elle aidera certains et d'autres pas. C'est de comprendre vraiment le cycle d'une entreprise, tu vois. La pub ou ton contenu a un seul but, la relation a un seul but, le téléphone a un seul but, le produit a un seul but, etc. Le seul et unique but de la publicité, c'est d'attirer l'attention et de faire cliquer. Hmm. No matter what, on s'en fout. Il n'y a pas de profession de foi à cet endroit-là. C'est censé faire cliquer. Je sais que quand j'achète mes céréales, le tigre Kellogg's vient pas chez moi le matin, j'entends, je le sais. Pourtant, la publicité, il m'a dit qu'il viendrait. Ok. Donc, bien sûr, nous, on fait de l'humain, tu vois, on ment pas sur les résultats possibles, mais une pub, c'est là pour attirer l'attention, tu vois, et on peut en rajouter un peu, c'est pas grave, tu vois. Derrière, on crée de la relation, là, faut faire gaffe à ce que tu fais, mais le but, c'est de créer de la relation. Hmm. Quand tu es au téléphone, le but, c'est la prise de conscience. Et ensuite, entre guillemets, ta profession de foi, c'est ton produit. C'est ce que Hmm. tu donnes, tu vois. Hmm. Et c'est là que c'est important. C'est là que vraiment tout ce que tu as dans les tripes, c'est là que ça prend du sens. Avant, c'est juste du marketing. Le marketing, c'est attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir, déclencher l'achat. C'est AIDA. C'est Hmm. tout.
Mm. C'est tout ce qui compte. Ensuite, derrière, tu as ton produit, c'est ta profession de foi. Là, tu mets tes tripes, là, tu mets ton âme. Là, tu accompagnes du mieux que tu peux. Là, tu fais pas d'erreur. Là, tu as une charte déontologique. Là, tout ce que tu veux. Ouais. Dans ton produit, dans ton offre, dans ton accompagnement, dans ton coaching. Avance du marketing. Et en fait, syndrome de l'imposteur, en fait, il faudrait pas qu'il y en ait. Parce que s'il y en a à cet endroit-là, ça veut dire justement que tu as attribué ton produit et ton entreprise à toi-même. Mm. Parce que si tu vendais des bibliothèques Fulgubulg, tu te dirais pas, oh non, je peux pas dire ça dans ma publicité, je me sens pas légitime de le dire. Ouais. Ouais, je fais ma pub pour ma bibliothèque Fulgubulg, je n'ai rien à foutre, quoi. Et en fait, si tu ressens dans ton marketing un syndrome de l'imposteur, c'est que tu as identifié ton entreprise à toi alors qu'il n'y a rien à voir. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du rôle des réseaux sociaux aujourd'hui, puisque toi tu les utilises mais vraiment fort, et les coachs ont aussi beaucoup de mal avec ça parce qu'il y a un petit côté, comment dire, impersonnel où on se met à nu, etc. Et bah, j'entends beaucoup de coachs qui sont bah, pas forcément à l'aise à se mettre devant la caméra, à parler, tu vois. Il y en a même qui me disent, oui, mais il faut montrer un peu de sa vie. Enfin, tu vois, tu réponds quoi à ça? Alors, je sais que toi, en plus, tu montres ta vie perso, ta femme, ton enfant, etc. Mais c'est quoi le bon positionnement là-dessus Ok. ou une idée là-dessus? Hmm. Alors déjà, tu regardes sur Internet. Ma femme, elle apparaît ponctuellement parce qu'elle fait partie de l'entreprise. Mon fils sur Internet, personne n'a jamais vu sa tête. Hmm. Personne ne sait où j'habite. Personne ne sait à quoi ça ressemble à l'intérieur de chez moi. C'est voulu. C'est privé. Le privé, c'est privé. Donc déjà, en fait, c'est comprendre que tu n'es pas obligé de te donner un spectacle. Moi, ce que je montre, c'est des moments choisis. Alors, je les montre sans aucun filtre une fois que je les ai choisis, tu vois. Et je les montre vraiment comme ça me vient, tu vois. Tu me vois, moi, au lit, la tête dans le cul, limite avec la gueule de bois avec mon téléphone. Je suis sorti hier, j'aurais pas dû. Tu vois, enfin, c'est sincère. Mais j'ai choisi, en mon âme et conscience, de montrer ce moment. C'est pas une obligation, tu vois. La seule obligation de communication sur les réseaux, si tu décides de les utiliser pour attirer des gens vers toi, c'est attirer l'attention, faire une démonstration de compétence, trouver un moyen de conversion en échange. Un échange humain pour déterminer ensuite si la personne va lui parler de ce qu'on fait ou pas. À partir de là, t'es pas obligé de te donner un spectacle, t'es pas obligé de faire des danses sur Internet, t'es pas obligé de raconter ta vie personnelle, t'es pas obligé de parler de tes blessures d'enfance, t'es obligé de rien du tout, tu vois. Encore une fois, est-ce que les Ikea qui vendent ma bibliothèque Fulgubulg, il y a quelqu'un qui vient parler de son enfance et du moment où à 3 ans, son pédiatre, il était pas gentil? T'es pas obligé, en fait. Hmm. Ils parlent de comment ils ont fabriqué la bibliothèque. Bon, ben, en fait, toi, tu vends de l'accompagnement. Parle-nous de quel était le déclic. Parle-nous de comment tu t'es formé. Parle-nous des clients que tu as accompagnés sans dire leur nom, tu vois. Mais parle-nous d'histoires qui se sont passées. Même tu changes deux, trois trucs, tu vois. Parle-nous de ta compétence. Parle-nous de comment tu te formes. Parle-nous de ce qui nous intéresse pour acheter, en fait. Hmm. Et ton problème à enlever ton pouce de ta bouche ou de ta tétine quand tu étais bébé, si tu estimes que c'est quelque chose de personnel qui a rien à foutre là, bah ça a rien à foutre là dans ce cas-là. T'es pas obligé de raconter toute ta vie. T'es pas influenceur. Et Et encore, même eux le font pas. ouais, et je crois même que l'amalgame vient aussi de là. Et tu as dit un mot important, c'est finalement donner envie d'acheter. Parce que il y a aussi une histoire de prix. Il y a encore une partie du marché des accompagnants au sens large du terme qui continue à accompagner à la séance, à mettre des tarifs horaires, etc. Euh, Est-ce que toi, tu aurais des pistes marketing et de réflexion marketing pour ben, pouvoir vivre de son activité déjà dignement, puisqu'on met beaucoup de temps, c'est un métier aussi un peu passion, où on met du temps à se former, à accompagner les gens, on va dans des problématiques très douloureuses, très, tu vois, et comment être décomplexé avec l'argent et le tarif et le prix de ce qu'on annonce sur nos prestations, puisque là, la chaise Fulgubulg, elle a un prix, il faut en parler. Comment on l'assume, comment on peut tu vois, être décomplexé avec ça. Ouais. Le prix n'existe que dans un contexte. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et je vais donner un exemple très simple. Ta bouteille d'eau à côté d'une source d'eau pure, elle vaut zéro. Ta bouteille d'eau au supermarché, elle vaut 20 centimes. Ta bouteille d'eau dans un distributeur, quelque part, elle vaut 1 euro, 1,50 € À la salle de sport, elle vaut 2,50 €. T'as très soif. Et l'eau du robinet, elle est dégueu, elle est pleine de chlore en plus. Et si maintenant t'es en plein milieu du désert et que t'es en train de crever de soif, ta bouteille d'eau, elle vaut 1 million. Le prix n'existe que dans un contexte. Alors, il y a des gens qui vont arguer que oui, vendre de l'eau à quelqu'un qui meurt de soif, c'est pas bien, il faudrait lui donner. Oui, d'accord, mais bon, ensuite, c'est moi qui meurs de soif et personne n'a gagné, hein. Hmm. On peut avoir des grands débats sur est-ce que le monde capitaliste est juste ou injuste, mais il est ce qu'il est. Point.
Donc à partir de là, en fait, change le contexte pour changer la valeur. Ensuite, on sait que le prix participe à l'engagement. Les psychanalystes font payer les séances en espèces à des prix relativement élevés, et même un enfant qui n'a pas d'argent, il doit donner un caillou, un bonbon, un jouet, quelque chose, tu vois. Parce que le fait de participe à l'engagement, tu vois. Plus c'est cher, plus ça crée d'engagement. Alors, dans une limite réaliste, tu vois, un débutant, tu ne lui fais pas payer 1 million, ce serait débile. Mm. Mais si tu lui fais payer 10 balles, il n'y accorde pas de valeur, il n'applique pas. Preuve toute simple, on a tous des dizaines de formations en ligne entre Ouais. 7 et 47 euros qui traînent sur des drives qu'on n'a jamais ouvert parce qu'on s'est dit, ouais, un jour peut-être. On est tous pareils. Mm. Donc à partir de là, tu changes le contexte, tu crées un contexte qui vaut plus cher, tu packages tes séances d'une façon qui vaut plus cher, et tu rends service aux personnes en face de toi en leur donnant de la bonne façon au bon prix. Il y a des limites raisonnables, tu vois. Pour moi, quand on est sur du B2C, donc on s'adresse à des particuliers, tu vois, Mm. entre 2000 et 5000 euros, c'est tout à fait OK. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus haut. Plus haut, ça a peut-être moins de sens, tu vois. Mm. Contrairement au B2B où tu es face à des entreprises et c'est différent. Donc en fait, au lieu de vendre une séance Mm. pour aller bien, ce qui veut rien dire, tu vois. Bah, en fait, j'accompagne sur 3 mois des personnes très précises à aller bien face à un problème très précis. Je ne sais pas tout à fait comment je vais le résoudre, mais on va creuser à l'intérieur et voici les outils que je vais mettre à ta disposition. Et en fait, probablement que tu vas finir dans la situation 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est les situations que tu veux, je suis la bonne personne pour t'aider à y aller. Mm. Et là, d'un coup, ce truc-là vaut plus 30 balles de l'heure, mais vaut probablement 2000 euros, tu vois. Ouais. Et Alors, une offre se crée avec des choses comme ça. mm. Et à l'ère du tout numérique, des intelligences artificielles, bah, il y a aussi l'utilisation de l'IA pour coacher, pour accompagner, ou même pour le marketing, puisque aujourd'hui dans le marketing, tout le monde s'en sert, enfin beaucoup s'en servent en tout cas. Il y a cette crainte vis-à-vis des coachs de finir remplacés par l'IA. Est-ce que selon toi, c'est une utopie de croire que peut-être un jour, une IA peut remplacer un humain qui coach un autre humain? Ou c'est une réalité tangible et Alors, il y a plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. Le niveau qu'on a actuellement, il est très bien, mais bon, ça mm, reste un algorithme pas très autonome. Ensuite, il y a l'intelligence généralisée qui sera du niveau de l'humain. Ensuite, il y a la super intelligence qui sera bien au-dessus de l'humain. À partir de l'intelligence généralisée, qui d'après les pontes de l'IA devrait arriver dans 1000 jours, mais bon, ça fait longtemps qu'ils nous annoncent ça, donc j'attends de voir. mm, L'IA aura les compétences pour faire la même chose que l'humain. Ça ne veut pas dire qu'elle y arrivera, hein. Elle aura les compétences théoriquement, elle aura les compétences pour le faire, tu vois. Mais en fait, tant qu'on n'est pas à la super intelligence, de toute façon, on va pas se faire remplacer si vite que ça. C'est bien de se former, de savoir l'utiliser. Je pense que les coachs seront remplacés par des personnes qui savent utiliser l'IA et le coaching, et par l'IA en fait. L'IA toute seule ne remplacera pas les coachs, tout simplement parce que si aujourd'hui, moi par exemple, j'utilise l'intelligence artificielle quasiment quotidiennement dans des vraies conversations parlées pour me faire coacher sur des sujets, j'en vois les limites. C'est très bien pour dégrossir. Et ensuite, je vais aller voir quelqu'un comme toi ou quelqu'un d'autre dans l'accompagnement, tu vois, me dire, OK, j'ai réussi à ordonner mes pensées grâce à l'IA. Elle m'a déjà posé des questions, elle m'a permis de changer d'angle, de voir des trucs, de comprendre. OK, maintenant, il faut quelqu'un qui ait la finesse du sous-jacent et du non-dit et l'expérience de l'humain. mm, Peut-être que l'IA finira par l'avoir, j'en sais rien. Probablement d'ailleurs. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et ensuite, surtout, il y a un truc. Les moins de 30 ans, je pense, finiront par préférer parler à des IA qu'à des humains. Les plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans, et surtout les plus de 40 ans, ils vont pas aller chez le psy IA, ils vont pas aller chez le médecin IA, ils vont pas aller chez le coach IA, ils veulent un humain. C'est peut-être d'ailleurs débile, hein, parce que peut-être que l'IA sera meilleure que nous, et ouais, qu'en fait, au lieu d'avoir Mehmet, il faudrait aller voir une IA mm, dans quelques années, tu vois. mm, Mais il y a plein de gens qui préféreront Mehmet qui fait des erreurs parce que c'est un humain. Et donc, en fait, je pense qu'il faut en tenir compte de l'intelligence artificielle, mhm, mais il faut pas s'en effrayer. Forme-toi pour te mettre à niveau. ouais. De toute façon, si un jour elle arrive au niveau où tout le monde nous dit qu'elle va arriver, tu n'auras plus de problème, elle va faire effondrer le monde. Et en fait, ton problème, ce sera les arcs, les Et flèches net. et les petits lapins et faire pousser des tomates, tu vois. Et ce sera pas est-ce que je suis remplacé par l'IA en tant que coach, tu vois. Donc, pour moi, c'est un problème qui soit n'arrivera jamais, soit deviendra tellement violent du jour au lendemain qu'on peut rien y faire. Et donc, Mm, en fait, c'est pas un problème, on n'a pas besoin de s'inquiéter dessus, tu vois. mm. Ça aura le temps de venir en temps et en heure. Du coup, autre question un peu chelou. C'est quoi la plus grande idée fausse que tes amis ou ta famille avaient sur ton métier au début ou même maintenant? Ouais, moi,
C'est des gens un peu éloignés de ma famille qui disent, mais attends, ton métier, c'est quoi? Tu parles à des gens? Oui. Mais ils te donnent cette somme. Tu te donnes 10 000 euros. Mais tu leur dis quoi pour 10 000 euros? Tu sais, comme si c'était le nombre de mots ou leur contenu, tu vois. Parce qu'en fait, Ouais. ils comprennent pas la notion d'effet de levier. Hmm. Si je peux te débloquer une situation en une phrase Ouais. et que cette situation t'empêchait de gagner 1 million d'euros, 10 000 euros, c'est pas cher payé. Je Hmm. pourrais te la facturer 100 000 d'ailleurs. Hmm. Euh, et cette notion d'effet de levier, elle est pas simple à comprendre pour beaucoup de gens. Mhm. Et en fait, prends un vol long courrier, enfin un vol qui traverserait la France, tu vois. Mhm. Si tu dévites d'1 degré, si tu devais arriver à Marseille, tu arrives à Aix-en-Provence. En Ouais. partant de Paris, je crois que c'était ça le calcul, j'avais C'est regardé. vrai. Hmm. 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 Et en fait, imagine-toi maintenant une trajectoire beaucoup plus longue à l'échelle d'une vie professionnelle ou personnelle. Et imagine-toi que le coach peut te faire dévier d'1 degré. Et en fait, 1 degré sur 30 ans, c'est peut-être d'un côté, je fais une overdose entre deux poubelles, Hmm. et de l'autre, je vis très heureux avec la vie dont j'ai toujours rêvé, en atteignant mon potentiel d'humain et vraiment en suivant, tu vois, ma nature profonde. Hmm. Je prends un exemple exprès très Ouais, extrême. bien sûr. Probablement que c'est pas du tout aussi extrême que ça, tu vois, mais pour illustrer en fait. À l'échelle d'une vie, il peut y avoir ce genre de delta avec une conversation juste. Et c'est le Comment cas. tu veux comprendre, faire comprendre ça aux gens, hein? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est le cas aussi des super conseillers que les politiciens, les présidents, enfin les gens très haut placés ont des conseillers de ce type-là de toute façon. Donc ça peut marcher à d'autres niveaux aussi. Dernière question avant une autre dernière question chelou. Ce serait quoi je dirais la piste qu'il faudrait suivre aujourd'hui pour 2025 au niveau marketing? Parce que tu es quand même un de ceux qui testent le plus le marché par rapport aux méthodes, aux stratégies, etc. Ce serait quoi, pas un conseil, mais une direction peut-être que tu peux donner à tous les accompagnants pour 2025 et se dire qu'au niveau marketing, faites gaffe à ça parce que effectivement, c'est ce qui va compter ou tu vois, une direction. Je pense qu'on va suivre la même tendance de 2024. Euh, va y avoir de plus en plus besoin d'humains dans l'humain, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que, surtout si tu débutes, tu as cette chance du petit outsider. Tu peux être agile, aller très très vite, dire des dingueries et faire des contenus très normaux, très imparfaits, que les gros peuvent plus faire, et que toi tu peux. Il faut surfer sur ça pour se lancer et exister. Ensuite, il faut trouver un moyen de l'amplifier, jusqu'au moment où toi-même tu deviendras gros et tu pourras plus dire tout ce que tu veux, parce qu'en fait, tu as des responsabilités quand tu as beaucoup de gens en face de toi. Quand je parlais à 3 personnes, vu que les trois, je les connaissais, je connaissais leur contexte, je pouvais dire, j'en ai rien à foutre, va à la banque, prends 5 000 euros, investis sur toi, tu vas avoir tel résultat. Hmm. Là, je parle à 100 000 personnes. Et s'il y en a une seule sur ces 100 000 pour qui ce conseil est dangereux, j'ai plus le droit de le dire. Et donc, en fait, si vous êtes petit, que vous débutez, vous avez cette chance de pouvoir dire ce que vous voulez encore. Parce que vous parlez à assez de gens pour les connaître, pour connaître leur contexte et pour savoir si c'est un vrai bon conseil ou pas. Hmm. Profitez de ça. Osez être vous-même, osez dire des dingueries, osez la vulnérabilité, l'authenticité et toutes vos conneries. De toute façon, si vous dites une trop grosse connerie, personne ne se souviendra dans 3 jours. Donc en fait, je crois vraiment à l'avènement des petits en 2025. Alors petit, selon le marché sur lequel tu te places, Ouais. ça peut être 1 000 euros par mois ou ça peut être 20 000 déjà encore, hein. Mais je crois à l'avènement des petits, à la multiplicité des petits, parce que plus il y a de gens qui se forment, plus il y aura besoin de formateurs, coachs, mentors différents. Hmm. Parce qu'en fait, peut-être que le leader du marché, en fait, tu peux pas blairer sa gueule, et donc en fait, t'as pas envie d'aller chez lui. Et ça, il y a Hmm. plein de gens qui vont se retrouver dans cette situation. Donc je crois vraiment avec une augmentation de la demande, la nécessité de l'augmentation de l'offre et l'avènement de l'ère des petits, en fait. Et de la spécificité. Plus tu es précis, plus les gens pourront dire, ah, mais c'est exactement ça que je voulais, en fait. Et je crois que on aura de moins en moins de gros généralistes et de plus en plus de petits spécialistes. Moi, ça, c'est ce que je vois pour 2025, essentiellement. Bah, écoute, merci. C'est un point de vue que je trouve aussi très pertinent parce que plus on est spécialiste et plus les gens nous reconnaissent aussi pour ça. Et effectivement, pas besoin d'être un mastodonte pour ça, quoi. Bon, on termine sur un peu plus de légèreté, cette interview. Est-ce que bah, tu aurais une anecdote, un truc, mais vraiment, tu vois, qui t'a fait poiler sur ce métier et qui est peut-être un peu récurrent, que tu entends souvent et tu te dis, bon, les gars, arrêtez avec ça, quoi. C'est... J'ai un truc qui m'a marqué à l'époque. Ça fait un moment, tu vois.
Et en plus, j'étais pas dans l'univers du coaching depuis très très longtemps, donc je faisais très très gaffe à pas avoir cette espèce de syndrome du premier année de psycho. Je crois que je peux analyser tous les humains, alors qu'en fait j'ai tort et je projette tout. Et je me retrouve dans une situation où il y a moi, un ami, une personne en face de moi qui fait de la musique et du chant, et à côté une personne qui est coach exécutive, machin, tu sais, les titres très pompeux. Ouais. Et la personne nous raconte, j'ai chanté toute ma vie pour ma grand-mère. Je sais pas ce qui m'arrive. Depuis qu'elle est décédée, je peux plus chanter. L'éléphant dans la pièce, quand même, un peu, tu vois. On est d'accord. Il y a peut-être un petit lien. Et là, la personne qui est à ma droite, la coach, qui fait non, mais ta grand-mère, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Viens me voir en séance, on va trouver le vrai problème. Et moi, j'étais à côté et j'ai rien le droit de dire, je suis pas formé en plus, tu vois. Je peux pas Hmm. prendre parti sur ce genre de choses. Et j'étais là, je devenais tout rouge, je devenais fou. Et, et là, je me suis dit, ok, ouais, non, c'est chaud, quoi. Hmm. C'est chaud parce qu'en fait, cette personne qui était une très bonne communicante, du coup, avait de la visibilité en tant que coach. Hmm. Mais visiblement, c'était une très mauvaise coach, cette personne. C'était une catastrophe. Hmm. Parce que ce conseil, je l'ai trouvé terrible. Ouais. Il m'a bousillé à l'intérieur. Vraiment, ça m'a piqué, quoi. Et je pense que ça a été un des déclics de, ok, d'accord, on va aller déterrer les gens qui sont vraiment compétents, on va les mettre sur le devant de la scène parce que ça suffit ce genre de conneries, quoi. Hmm. Tu sais, comment vous voulez que notre métier soit pris au sérieux si il y a ça? Ouais. Et Et... des trucs comme ça, j'en ai vu Hmm. tellement. Où tu vois, je suis assis, j'écoute, et j'attends que quelqu'un à la table fasse le lien évident que moi je viens de voir. Et il y a personne qui dit rien, et du coup, j'ai rien le droit de dire non plus. Et je pense que quand tu évolues dans ce milieu depuis très 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 longtemps, le plus dur, c'est de fermer ta gueule quand tu as vu un truc. Et ce truc te parlait très évident. C'est vraiment, j'ai l'impression que la personne avait une pancarte, quoi. Ouais. Et personne n'a l'air de lire la pancarte. Et donc je fais, bon, ben, je vais rien dire, hein. C'est pas ma responsabilité. Et puis, enfin, j'ai pas le droit, en fait. Parce que je sais pas ce que ça va faire à cette personne si je balance ça. Et moi, j'ai pas les outils pour l'aider, tu vois, si ça lui fait du mal. Ouais, ouais. Donc je vais rien dire, tu vois. Mais j'ai vécu plein de moments comme ça. Mais c'est C'est particulier. Ouais, c'est ça. C'est ce genre de moment où justement, euh, moi, ça me rappelle aussi le côté des formations professionnelles, c'est que quand tu es tout le temps en mode coach, donc avec ton costume de coach, à toutes les tables où tu vas t'asseoir, on voudra que tu sois coach aussi. Donc là, ça, c'est un truc, moi aussi, j'ai appris à fermer mes oreilles, à fermer ma bouche aussi, puisqu'il y a un moment, je veux juste passer une bonne soirée, je suis avec des potes, on veut juste boire un verre tranquille, et Ouais, voilà. c'est ça, je travaille pas, je suis pas en Ouais, représentation, là. Laissez-moi laissez-moi tranquille. tranquille, quoi. Écoute, merci pour cette dernière anecdote. Alors Avec plaisir. évidemment, tu es sur les réseaux, on te retrouve un peu partout. Merci d'avoir participé à cette émission, qui Avec finalement, grand plaisir. dont tu es le créateur. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on se quitte ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire? Le coaching et l'accompagnement de manière générale, c'est de très beaux métiers. Ils méritent vraiment qu'on libère la parole dessus. Ils méritent aussi qu'on élève les standards pour pas qu'il y ait de grand n'importe quoi d'Internet. Euh, si on continue à faire n'importe quoi, l'État va réguler. Mm. Ce sera sûrement bien pour le consommateur, mais ce sera aussi un peu triste parce qu'on va perdre en pluralité et en possibilité. J'aimerais bien qu'on n'en arrive pas là, même si moi, professionnellement, ça va rien me faire, hein. Mais ça va embêter plein de petits qui se lanceraient, tu vois. Et en fait, si on élève les standards et qu'on fait tous un tout petit peu mieux, tous, en fait, on va peut-être éviter ça, on va peut-être pouvoir continuer à apporter ce qu'on a apporté sans se poser des questions administratives toute la journée. Je pense que c'est important. Donc, il y a un métier merveilleux. Essayons de ne pas le saccager. Super mot de la fin, je garde. Merci à toi, merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci, Mehmet. Parole de coach. Et les amis, je vous dis à la prochaine dans Parole de coach. À très vite. Bye.